changement parce que c'est vraiment des termes qu'on a entendus, mais depuis le début, ils ont vraiment été entendus. Et nous, dans nos rôles de formateurs, de superviseurs, on avait aussi envie d'échanger le plus simplement possible avec les gens qu'on a l'habitude de rencontrer et d'autres, maintenir le contact. Et le plus modestement, mais il paraît que la modestie, ça ne se décrète pas, donc ce sera à vous de juger après les échanges. Et donc, moi, je voudrais démarrer avec vous avec la question de la crise. Guy reviendra tout à l'heure en tant que grand formateur en approche systémique. Je ne fais pas la moue, Guy, on te voit. Sur la question du changement type 1, changement type 2. Et je voudrais juste entamer autour de la question de la crise. Parce que la crise, ben, elle a été, enfin, ce concept-là, cette idée-là, ça a été usé, mais vraiment jusqu'à la corde, non seulement pendant les mois de la crise, mais aussi depuis bien longtemps, en fait, parce que ben, si on réfléchit à un moment, euh, ben, on a parlé de la crise juste avant de la crise du Covid, on a parlé de la crise des blouses blanches, la crise des gilets jaunes, la crise environnementale, enfin, etc., etc. On peut me remonter la crise des subprimes, etc., etc. Et donc, il y a une question qui se pose ici avec cette idée de crise, c'est qu'elle se dilue dans le temps et elle devient quasiment permanente. Hein. Voilà un peu pour l'idée de cette idée de crise. Et il en va de même pour le changement. Le changement, c'est tout le temps. En fait. Ça change tout le temps. Et ces deux ports d'or-là, ils sont vraiment tout le temps en tension. Et nous, on avait évidemment envie de poser la question de la crise autour des métiers qui nous occupent, qui sont la relation de soins, la relation éducative, la relation d'accompagnement. Et aussi, la question de cette crise, elle se posait au niveau de la crise du sens. D'accord? Parce que ce qu'on avait pu remarquer, ce que sans doute beaucoup parmi vous ont pu remarquer, c'est que depuis de nombreuses années, les professionnels de la relation d'aide et de soins, vous sans doute, ils pouvaient crier, ils pouvaient hurler, ils pouvaient chanter sur tous les toits que le contexte dans lequel ils tâchaient de tisser des liens avec le public cible, ça se passait ça se faisait de plus en plus mal, pardon, et ça se faisait souvent au détriment du bon sens, tant et si bien qu'eux-mêmes ils perdent le sens de leur métier. D'accord? Et ce contexte, il a été marqué, et je pense qu'il l'est toujours marqué, d'abord parce qu'il il était marqué pardon, dans le fait que les moyens qui étaient dévolus aux missions, euh, bonjour Estelle, aux moyens qui étaient dévolus à leur mission, eh bien, ils sont devenus tout petits, sont étriqués de plus en plus, et ils ont été canalisés vraiment dans des normes, des règles, des décrets, qui a poussé comment dirais-je, tous les travailleurs sociaux à donner à faire des rapports, des comptes rendus, des procédures, etc. Et donc fonctionner, gérer, maintenir à l'équilibre en fonction des normes économiques, c'était vraiment je dirais la ligne de conduite exclusive dans le but d'être le plus rentable possible et le plus efficace. D'ailleurs, les grilles étaient même elles-mêmes euh, utilisées et elles le sont toujours d'ailleurs, hein, pour vérifier que cette rentabilité, elle est au rendez-vous. D'accord? Et c'est pareil aussi pour les personnes qu'ils accompagnent. On va même parfois jusqu'à mesurer les compétences des familles dans des grilles, etc. C'est vrai que nous, on est un petit peu frileux avec ça. Hein. Et donc, ce qu'on a aussi remarqué, c'est par rapport aux professionnels. Vous pourrez aussi nous donner votre sentiment, hein, mais c'est que bien souvent, les professionnels ne savent plus vous donner de la tête, en fait. Hein. Pourtant, les missions, elles étaient définies à travers des fiches de poste, des plannings, des grilles, etc., relativement précisément pour calibrer les missions. Et pourtant, ils ne savaient plus où donner de la tête, tellement il y avait des choses à faire. Et on essaye aussi, au-delà de ça, en faisant ça, d'évaluer ouais, le service clientèle. On est dans une démarche qualité, hein, et on applique les recettes du management économique au secteur de la relation d'aide, de soins et d'apprentissage. D'accord? Euh, Ça va même jusqu'à contractualiser les relations, hein, euh, avec les personnes qu'on accompagne. Et on a dû sacrifier, je pense, en tout cas jusqu'à la crise du Covid,
peut-être sans doute encore pendant, mais l'humanisme qui prévaut au profit de l'efficacité et du résultat. Et donc, juste pour donner un exemple de ces grilles et de cette manière de fonctionner, c'est ben, des services d'accompagnement qui vont, pour pouvoir recevoir leur financement, remplir des grilles, d'accord, qui vont déterminer, par exemple, à l'avance, le nombre d'heures qu'ils vont devoir consacrer à une famille. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y en a deux, trois qui accompagnent des familles. Mais moi, quand j'accompagne une famille, je ne sais pas dire à l'avance si, quand j'accompagnais plutôt une famille, je ne sais pas dire à l'avance si ben, j'aurais besoin de 10, 15, 20, 30 heures. Et voilà. Hein. Dans d'autres services d'organisation de soins, ben, on fonctionne avec le principe de file active. C'est-à-dire que ben, on est à flux tendu et que ben, les agendas ils doivent être remplis, peu importe finalement que ben, les soins soient adéquats ou pas. Et donc, juste dans ce contexte-là, ben, ce qu'on a aussi pu remarquer, c'est que les directions d'établissement, pardon, ben, elles n'avaient plus d'autre choix, semble-t-il, que de se référer à des décisions politiques qui leur échappent. Ça, c'était une chose. Et puis, d'autre part, à cette logique de marché qui était mise en place parce que ben, les feedbacks, c'est ben, si on n'accepte pas ces conditions-là, hein, de flux tendus, etc., ben, il y en a d'autres associations qui vont le faire à notre place. Et donc, on n'obtiendra plus les financements pour ça. Donc, il y a l'idée que ben, dans ce marché-là et dans un marché du travail qui est instable, ben pour les travailleurs de terrain, c'est-à-dire pour vous, j'imagine, ben c'est à prendre ou à laisser. Hein. Et donc, dans ce contexte-là, ben, on a pu remarquer que les directions qui faisaient appel souvent à nous, ben, elles le faisaient parce que leur personnel était sous tension, sous pression, et que le personnel, ben, il avait l'air épuisé, fatigué, désinvesti dans le travail. Euh, Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a souvent partagé avec ce personnel de terrain le sentiment d'être un sparadrap sur une plaie béante, et on a cherché, avec le personnel, avec les gens de terrain, à anticiper des conflits plutôt internes ou plutôt externes en fonction des situations, qui ne pouvaient évidemment émerger que de situations pareilles. Et donc, pour donner encore un autre exemple, euh, et Vincent connaît cet exemple, hein, puisqu'on a eu l'occasion d'intervenir dans beaucoup de maisons de repos, hein, donc des EHPAD pour nos amis qui viennent de France, euh, pour améliorer les relations entre les patients et les aides-soignantes, d'accord, parce que ben, les patients ils se plaignaient de ne pas être pris en considération, de ne pas être suivis, de ne pas être respectés ou entendus dans leurs difficultés. Et en discutant avec le personnel, ben, on apprend que ben, la toilette de ces patients-là, elle est minutée. Donc, ça doit durer 12 minutes maximum, pas plus, parce que sinon, ben, ce n'est pas rentable. D'accord. Et au-delà de ça, quand on discute avec ben, les managers, parce qu'ils s'appellent les managers, ils disent que, et c'est vraiment en fait dans la discussion, comme ça, dans le décours, hein, bien à son aise, oh, mais c'est quand même plus facile avec une infirmière qui vient des pays de l'Est. Hein. Elle travaille quand même beaucoup plus vite que les Belges. Hein. Voire elles sont plus dociles, mais ça, ils ne l'ont pas dit. Mais donc, quand on se retrouve comme ça face à ce genre de situation et qu'on se dit, ben, de manière plus large, on est dans un monde qui est vraiment globalisé, ben, le progrès, ça n'a jamais été aussi, il n'y a jamais autant de progrès, on n'a jamais eu accès autant aux biens et aux services, un peu moins ces 2 derniers mois évidemment, hein. On n'a jamais eu autant accès aux soins, etc. Ben, on en vient paradoxalement à évoquer le manque de moyens. Hein. Tous ceux qui sont ici, je suis certain que vous avez tous entendu cette maxime, faire plus avec moins. Il faut faire plus avec moi, il faut faire plus avec moi, il faut faire plus avec moi. C'est comme un mantra hein, qu'on se répète comme ça, presque en se balançant. Je ne vais pas trop me balancer, sinon vous allez vomir. Mais euh, donc, c'est répété à tous les niveaux de la pyramide, comme ça, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau des directeurs d'institutions, au niveau des administrations qui délivrent les subsides et les financements, au niveau des équipes, etc., etc. Et donc, faire plus avec moins, c'est devenu la règle d'un jeu où, pour maintenir l'ordre, on sème le chaos. Pour maintenir l'ordre, on sème le chaos. Et à la façon d'une prophétie autoréalisatrice, hein, eh bien, à force de penser et d'agir en fonction d'une certaine image du réel, on en vient à façonner ce réel lui-même en fonction de cette image. Je vais le redire parce que je trouvais que c'est à peu près la seule phrase intelligente que j'allais vous dire aujourd'hui, ou qui avait l'air intelligente. Et donc,
à force de penser et d'agir en fonction d'une certaine image du réel, on en vient à façonner le réel lui-même en fonction de cette image. Donc, faire plus avec moins, faire plus avec moins, faire plus avec moins. Et donc, du coup, la question du sens, quand on est professionnel face à ce genre d'injonction, c'est une question du sens. Cette question-là, elle revient sans cesse. Hein. Quand, dans ce contexte-là, nous, professionnels de la relation d'aide et de soins, on endosse notre costume de travailleur social, hein, celui qui fait de nous des soulageurs de peine, des soulageurs de douleur et de souffrance, un costume qui n'est pas toujours très confortable, hein, qui a été tissé patiemment au métier des traditions judéo-chrétiennes. Eh bien, ça nous a fait croire de manière consciente ou inconsciente que quand on endossait ce costume-là, il fallait réparer, rafistoler, rapiécer, bricoler des solutions. Ça, bricoler des solutions, je ne sais pas combien parmi vous n'ont pas entendu cette expression, on doit bricoler des solutions. Enfin, moi, c'est quelque chose voilà, qui me rend un peu dingue comme ça, pour prendre en charge justement les personnes qui ont des problèmes, qui ont des problématiques, qui ont des difficultés et qui ont tellement de problèmes et de problématiques qui ne viennent plus eux-mêmes que des problèmes et des problématiques. Et donc, juste, je voulais poser cette question-là, dans ce cadre-là, à tous ceux qui, comme Guy et comme Vincent, ils ont usé leur fond de culotte sur les bancs des églises, d'accord, ils savent dire facilement la dernière phrase du Notre Père. Vincent, tu t'en souviens, toi? Oui, hein, Guy aussi, mais ça l'a traumatisé, donc il ne va pas le dire, mais c'est délivre-nous du mal. Ouais, délivre-nous du mal. Et dans le contexte pré-Covid, si j'ose appeler ce contexte ainsi, et je ne vais pas m'égarer dans une leçon de sociologie contemporaine, mais tiens, la question qui s'est posée, c'est qui doit-on délivrer et de quel mal? Qui doit-on délivrer et de quel mal? Hein. Et donc, nous aussi, ce qu'on a pu remarquer, c'est que du coup, les travailleurs sociaux, ils nous disent, tiens, ça se demandait à quoi on sert finalement. Qu'est-ce qu'on fait là? On est juste bon à maintenir le couvercle hein, d'une marmite pleine de pauvreté, de désolation, qui ne demande qu'à déborder. Hein. Il faut maintenir ça, mais elle peut déborder, mais pas trop près des centres-villes et pas trop près des beaux magasins. Alors, c'est un noir constat. Hein. Guy va vous faire un message plein d'espoir. Après, ça va être génial. Je lui ai vraiment préparé vraiment tout le chemin comme ça. Mais je pense qu'on peut le décliner dans plein de cette manière-là, pardon, hein, qu'on prenne soin des personnes âgées, qu'on prenne soin de personnes porteuses de handicap, pardon, de chercheurs d'emploi, d'enfants, de jeunes, etc. Et donc, il y a plein de... Enfin oui, cette question-là du sens, elle s'est vraiment posée et de se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour maintenir la cocotte? Et je trouve qu'à quelque étage du système, eh bien, chacun, on avait tendance, et on a tendance hein, à céder à la proportion, à l'homéostasie, pardon. Hein. Et donc, cette tendance homéostasique, l'homéostasie, c'est un phénomène qui a été défini par les pionniers de l'approche systémique, hein, Václavic en tête. Et donc, c'est connu comme la propension des systèmes, quels qu'ils soient, hein, que ce soit un couple, une famille, peu importe, une institution, hein, c'est une propension à réduire les variations que ces systèmes connaissent et les maintenir dans des limites acceptables. Et donc, on va réguler les échanges entre les membres afin que le système reste stable. Un exemple? Oui, un exemple, Eric. Et donc, par exemple, je suis sûr qu'il y a plein de parents ici parmi vous qui se sont dit, ouais, on va profiter du confinement pour essayer de tester des choses avec les enfants, changer, etc. Eh bien, pour vous donner un exemple, moi, d'habitude, pendant l'année, c'est moi qui fais à manger. Hein. C'est moi qui fais tous les repas, matin, midi, soir. C'est rapide, simple, efficace, on ne se prend pas la tête. Mais comme on avait un peu plus de temps, on a fait un peu plus, un peu plus sophistiqué. Hein. Et de plus en plus sophistiqué, que ça devenait de plus en plus limite farfelu, original. Et premier retour en arrière, hein, première régulation. Mes enfants m'ont tout de suite dit stop avec tes élucubrations culinaires. Et puis, suite à ça, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'on s'est dit, OK, chacun aura droit à un repas en toute autonomie. Hein, donc, chacun aura droit à un repas en toute autonomie. Et donc, chacun fait comme il le sent, puisque c'est autonomie, hein, on fait comme on veut. Hein. Et ça a déjà mal commencé. Hein. Directement, quand on a déterminé les menus, c'était moi je veux ci, non, moi je veux pas ça, ça c'est pas bon, etc., etc. Puis c'est moi qui ai dû faire les courses, tout seul, évidemment, pour tout le monde. Donc,
difficile. Et puis au moment de la préparation, est-ce que c'est d'abord moi qui ai fait vite les enfants, ça va, tout va bien? Ou les enfants d'un autre côté qui disaient ah ben papa, fais ci comme ça, comment est-ce qu'on cuisine ceci, cela? Enfin bref, tant et si bien que parfois la marmite a aussi débordé et papa ne se fâchait quand même pas trop, mais quand même on venait de nettoyer. Enfin, et à la fin, le repas il avait toujours un petit peu un goût de soupe à la grimace. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on est revenu à la normale. C'est moi qui fais le cuistot pour tout le monde, je cuisine pour tout le monde. C'est un peu casse-pied, mais au moins on mange correctement, simplement, et on est retourné au basique. D'accord? Et donc, euh, en disant on est retourné au basique, c'est-à-dire que les rôles et les prérogatives de chacun, elles sont revenues à la normale. Hein. Et de nouveau, revenir à la normale, c'est une expression qui a vraiment traversé le Covid en disant, tiens, comment est-ce que, enfin, le confinement, comment est-ce que ce sera quand ça va revenir à la normale? On attend que ça revienne à la normale. Et donc, juste, moi, je me disais, tiens, chez vous, ce soir, comme ça, je ne serai pas le seul à avoir vécu ça. Essayez de changer juste un petit truc, mettez un peu plus de sel, un peu plus de poivre, sans rien dire à personne. Voire, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est de déplacer un objet usuel de votre maison. Juste comme ça, sans rien dire. Hein, on change la corbeille pardon, à linge de place, sans rien dire. Et moi, je vous prédis comme ça, je suis très, très comme ça fort pour ça, qu'il y aura toujours quelqu'un pour le remarquer, ou quelqu'un qui va le remettre à sa place sans dire quoi que ce soit, ou etc. etc. D'accord? Et donc, juste, voilà, se dire, tiens, les changements, quand on essaye de changer, il y a souvent un coup de contrebalancier qui ramène à ça. Du coup, le Covid, ça a amené quand même pas mal de changements et il est entré dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans tous les lieux de travail et il a impacté le concret de nos institutions, de vos institutions et votre travail, notre travail avec les bénéficiaires. Et dans l'idée de se dire, tiens, les experts, c'est vous, ça c'est vraiment un élan qu'on avait envie d'avoir. J'ai contacté Sabri Sarsout, qui est le directeur d'un SRG. C'est un service résidentiel général, qui est donc un foyer de vie qui accueille des mineurs de 6 à 18 ans, c'est un groupe vertical, sur base d'un mandat SAJ-SPJ. Donc, c'est de l'aide consentie ou contrainte judiciairement. Donc, pour nos amis français, on peut dire que c'est à peu près comme une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Et au tout début de la crise, Sabri, il a pris le pari de confier à leur famille 10 enfants sur les 16 qu'abrite son foyer. Donc, c'est quand même un fameux ratio, c'était fameusement, je trouve, audacieux de se dire ça. Et il y en a un d'entre eux dans les 10 qui faisait partie d'une famille de parrainage. Et donc, au terme des 2 mois, il n'y a que 2 gamins qui sont rentrés au foyer parce que c'était un petit peu plus difficile. Et donc, ça, c'est par rapport au retour en famille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, ça vous vous en doutez bien, dans le foyer avec les 6 autres jeunes, 6 autres enfants, les horaires ont été profondément modifiés et les éducateurs ont dû se retrouver à travailler tout seuls, tour à tour avec les 6 enfants qui restaient. Et donc, ils ont remarqué plein de changements. On va l'écouter tout à l'heure. Et c'est vrai que les éducateurs, il y a un truc qui disait que c'était un peu plus compliqué, le manque d'échange entre professionnels de terrain. Mais je vous propose, pas plus tard que tout de suite, d'écouter le témoignage de Sabri. L'organisation, elle est passée d'un mode quotidien, avec tout ce qui est scolaire, activités, les week-ends, ce genre de choses, à un mode vacances, pour l'appeler comme ça. Donc, plus d'école, on devient un peu en vacances. Du coup, il y avait plus la pression scolaire. Mais alors, la chose la plus positive que j'ai entendue de la part des enfants, c'est que, c'est chouette, on peut passer du temps avec les éducateurs. Et les éducateurs, ils ont perçu ce changement-là aussi? Il y a eu du positif aussi dans ça, c'est que au niveau du quotidien de nouveau, les adultes ont passé plus de temps avec les enfants. Passer plus de temps rempli de choses plus concrètes que vite il faut faire les devoirs, vite il faut se préparer pour souper, vite il faut se préparer pour aller dormir. Je pense que ce mot vite là justement, je l'ai plus trop entendu. Eux aussi, ils ont vécu des choses avec les enfants qui n'étaient pas entre guillemets permises pendant l'année. Les contacts avec les familles, on a dû les réinventer en visioconférence ou des coups de fil à un autre rythme que ce qui est prévu pendant l'année. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'adaptation. On a pu se reposer d'autres questions.
de voir qu'il y a peut-être des familles, des couples enfants-famille qui n'étaient pas prêts à cette réintégration, par exemple. Il y a des familles pour lesquelles on a vu des ressources émerger, des ressources un peu, entre guillemets, étouffées pendant un fonctionnement normal par le quotidien et qui ont pu éclore comme ça, de par la situation forcée. Le regard que vous avez pu poser sur les familles, sur les parents, etc., qui accueillaient les enfants pendant le confinement, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé? Alors oui, radicalement même. Il y a une maman notamment qui nous a surpris positivement, dans le sens où elle a fait preuve de ressources qu'on ne lui connaissait pas. Elle a réussi à gérer cette situation-là d'une façon, on n'y croyait pas avant. On nous l'aurait dit, on ne l'aurait pas cru. Du coup, voilà, toute la dynamique avec elle change et les perspectives aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression que le travail avec les familles doit être revu parce que quand le fonctionnement est normal, j'ai l'impression qu'on étouffe un peu les compétences de ces personnes-là alors qu'elles en ont à revendre. Et je pourrais parler de confiance, en fait. Je pense qu'on doit avoir un peu plus confiance en eux. Et puis, il y en a d'autres où les pistes de travail vont être modifiées parce qu'on a constaté certaines choses, la plupart du temps, très positives. Toi, en tant que directeur, ça a changé des choses dans ton rôle, dans tes fonctions, dans ta manière de faire? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait que tu ne faisais pas avant? Au niveau du quotidien, mais j'ai remarqué que j'avais le temps de déjeuner tous les matins avec les enfants. D'accord, Et alors, il m'arrive à l'occasion de préparer un repas ou de cuisiner avec l'un ou l'autre. d'accord. Comme ça soulage un petit peu le personnel technique. Et puis, moi, ça me permet de passer des moments un peu plus privilégiés avec les enfants, ce qui me remet dans mon ancien statut d'éduc. On a une chouette relation, donc je ne suis pas le directeur sur un piédestal. Mais D'accord. c'est plus le fait de faire la cuisine avec quelqu'un avec qui ils le font plus que rarement. N'ayez pas peur du changement. Il va s'imposer de par le contexte et qu'il faut pouvoir passer le cap, quitter peut-être un fonctionnement pour un autre. Le témoignage de Sabri, je trouverais vraiment un chouette témoignage sur comment on peut essayer des trucs et courir des risques. Peut-être on va, même pas peut-être, on va très certainement maintenant demander à Guy de éventuellement réagir à ce témoignage. Guy. Eric, je vais réagir bien sûr à ce que ce monsieur a dit, qui m'apparaît absolument merveilleux. Et ça m'a fait penser un peu à Carole Wojtyla aussi, hein, n'ayez pas peur, le pape Jean-Paul II. Pourtant, moi j'ai peur, Riquet. Ah Je bon? suis assez d'accord. Oui, je suis assez d'accord avec Boris Cyrulnik quand il dit que l'après-Covid, ça va soit faire émerger une situation absolument extraordinaire avec une société qui se remet en question, soit on va voler dans un fascisme total. Et je vais essayer de montrer à travers ce que tu m'as demandé de faire, en quoi le fascisme total, ce sera ce qu'on appelle une rétroaction de type négative, et une société nouvelle qui émerge, c'est une société totalement différente. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, où tu disais tantôt que la crise, elle t'apparaissait être la norme. Je vous conseille à tous d'aller lire un bouquin qui s'appelle La stratégie du choc de Naomi Klein, qui est une chercheuse canadienne. Bien, vous verrez que l'école de Chicago, et avant elle, un monsieur qui s'appelait Borman, qui sont les chantres du néolibéralisme, définissent le chaos et donc la crise comme étant le fonctionnement du néolibéralisme. Donc, il faut des crises. Il y a eu la crise du pétrole, puis la crise de ceci, puis la crise, tu en as cité quelques-unes. Et d'ailleurs, ce qui est absolument génial, c'est qu'on termine à peine la crise du Covid, qu'on est déjà en train de nous parler de la crise économique majeure qu'on va connaître après. Donc, on est tous en crise tout le temps. Donc, la norme, c'est vraiment la crise. Alors, moi, je pourrais me poser en tant que systémicien, mais quelle est la fonction de ce type de crise? Que moi, je ne pense pas être des crises. Moi, j'appelle ça des tout-sautements. Je pense que le Covid est un tout-sautement du néolibéralisme. La crise du Covid, un tout-sautement. Je pense que ce ne sont pas des crises majeures. Mais voilà, que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, l'idée, si j'étais un petit peu de l'école de Michel Foucault, je pourrais même me dire que toutes ces crises-là, elles sont faites pour créer un sentiment de peur et d'urgence chez le citoyen. Quand tu es en crise, tu as peur. Et donc, quand tu as peur, tu cherches à te sécuriser. Et quand en face de toi, quelqu'un qui te dit « ne pense surtout pas, je pense à ta place » et je te fais des propositions,
et moi je sais ce qu'il faut faire, ben, tu adhères. Parce que, et ce que moi je constate, c'est qu'à travers toutes les crises qu'on a connues jusque maintenant, c'est toujours le même type de politique qui passe. Une politique de contrôle sur les citoyens, une politique d'amplification pour les recherches d'emploi, etc., même s'il y a plus d'emploi pour tout le monde. Moi, la crise dont je voudrais parler, c'est vraiment ce que mon ami Guy Osloz appelait une crise systémique. Une crise systémique, c'est un moment où les choses après ne peuvent plus du tout être comme avant. Ça veut dire que c'est un moment où, et quel que soit le système, que ce soit une famille, que ce soit un système national, que ce soit une entreprise ou quoi que ce soit, où les choses après ne peuvent plus être du tout comme avant. Ça veut dire que c'est un changement qui va impacter le fonctionnement du système lui-même et le système va passer à travers un moment d'incertitude totale et d'ailleurs d'imprédictibilité où on ne sait pas le type de fonctionnement qui va émerger. C'est un petit peu, je pense, ce que tous ces grands éminents scientifiques de l'écologie sont en train de prédire si on ne réduit pas les gaz à effet de serre de manière radicale. Ils savent qu'à un moment donné, il va y avoir un point de rupture et que le fonctionnement d'après, ben, il est pratiquement imprédictible parce qu'il va y avoir un emballement systémique de changements qu'on ne saura plus mesurer. Alors, pour donner un exemple de ça, Prigogine disait, quand tu mets une casserole d'eau sur un foyer, eh bien, tu actives, donc tu as un principe activateur qui est le gaz qui chauffe. À un moment donné, ben, ça va créer une espèce de circonvolution dans le liquide, mais qui reste prédictible. Ça veut dire qu'un scientifique saurait dire telle molécule va se retrouver là à un certain moment. Et puis, Prigogine dit qu'à un moment donné, va se passer une rupture dans l'eau où on ne peut plus rien prévoir. C'est un chaos total. Et puis après va émerger le phénomène d'ébullition. Mais donc, il y a un moment de chaos total. Alors, par rapport à ce dont tu m'as demandé de parler, les changements de type 1 et les changements de type 2, c'est clair qu'un système en tension a deux possibilités de réaction. La première réaction, c'est d'introduire un changement de type 1, c'est-à-dire des rétroactions négatives. Les rétroactions négatives, c'est la correction du fonctionnement pour qu'il retourne à la norme. Je ne sais pas, allez, je peux donner un bête exemple. Ben, si tu as un gamin qui fugue en foyer, ben, tu le sanctionnes. Et en espérant évidemment qu'il ne fugue plus du foyer. Tu corriges l'écart pour le ramener à la norme. Ce type de changement est un changement qui fonctionne dans nombre de systèmes et qui sont tout à fait adéquats puisqu'ils permettent une certaine permanence. L'autre type de changement, évidemment, est un changement systémique et ne convient que dans les crises systémiques, c'est-à-dire celles où le fonctionnement d'après ne peut plus être comme avant. Ça veut dire que le système après ne fonctionnera plus jamais comme avant. Mais ça veut dire aussi qu'on passe par une zone d'incertitude totale où on ne sait pas ce qu'on va faire. Et pour donner aux collègues un exemple, j'étais dans une MEX, c'était il y a longtemps, parce qu'actuellement le contexte ne permettrait plus ça. Une gamine de 16 ans fugue constamment pour aller se prostituer. Réaction de toute l'équipe éducative, on l'empêche de fuguer pour l'empêcher de se prostituer. Le problème, c'est que cette gamine est une experte, donc elle fugue de plus en plus. Mais moins elle sent le foyer accueillant, plus elle se met en danger. Elle ne revient pas la nuit, elle dort avec des clients, etc., etc. Réunion d'équipe, ben, l'équipe propose de continuer à faire plus de la même chose. On va la serrer, on va la contrôler encore plus, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis une jeune éducatrice, absolument merveilleuse, dit mais ça, on va dans le mur si on fait ça. Et elle va proposer un changement de type 2. Ça veut dire un changement qui va changer tout le fonctionnement par rapport à cette gamine. Et le changement de type 2 qu'elle a proposé, c'était de dire mais si on arrêtait de l'empêcher de fuguer, mais si on la protégeait. Et toute l'équipe l'a regardé en disant, mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, et si la première chose qu'on faisait, c'était aller acheter des capotes. Et on ne l'engueule quand elle quitte le foyer que si elle est partie sans prendre des préservatifs. On va trouver 2 familles dans la ville où elle se prostitue qui accepteraient que la nuit, cette gamine puisse, sans aucune explication,
aller. On va aller avec elle dans un planning familial de telle manière à pouvoir la renseigner sur les maladies vénériennes, sur ce à quoi elle doit être attentif, etc., etc. Pour moi, c'est prodigieusement un changement de type 2. Ce qui a été de génial, évidemment, c'est que le magistrat a donné son accord. Une semaine après, la gamine rentrait au foyer et disait quoi à son éducatrice? Je souhaiterais arrêter tout ça, parce que ça ne me convient pas du tout. Faire un changement de type 2, c'est ça. Le problème, c'est que dans nombre de situations qui nécessiteraient un changement de type 2, eh bien, on continue à appliquer la bonne vieille solution sécurisante d'appliquer une solution de type 1. Et je vais te donner aussi l'exemple de ce que j'ai pu voir en France. Donc, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en France, il y a pour l'instant une catastrophe au niveau des signalements. Donc, de plus en plus, les conseils départementaux reçoivent des signalements, puisqu'on a ouvert la boîte de Pandore, ce qui fait que les systèmes sont à saturation. On a vécu ça en Belgique. En Belgique, il y a quelques années, dans Montblet, il y avait 7 personnes qui s'occupaient de ce type de situation. Maintenant, il y en a 3 fois plus. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'elles restent tout aussi débordées. En France, monsieur le secrétaire d'État Taquet, je crois, bien, quand il est passé à cette émission sur la protection de l'enfance, disant que, oui, il y a un problème, c'est qu'au 119 qui reçoit les informations préoccupantes, ils ne savent recevoir qu'un appel sur 3. Donc, qu'est-ce qu'il propose de faire? De tripler le personnel de ce service. Mais ça ne va rien arranger du tout. Parce qu'on va tripler ce service va envoyer ces signalements dans les conseils départementaux qui sont déjà submergés. Donc la question à se poser, mais la question radicale, c'est est-ce que ce n'est pas systémiquement qu'il y a un problème au niveau de la protection de l'enfance et est-ce qu'il ne faudrait pas faire tout à fait différemment? Alors le problème du changement de type 2, comme je te l'ai dit, ça doit se faire dans des espaces où tu peux être en sécurité de prendre des risques, où tu peux être en sécurité d'être créatif. C'est des espaces où tu dois avoir de la liberté d'action. Et là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si le psychomédico-social est en tension ou s'il est en crise. Moi, je ne rêverais d'une chose, c'est qu'on soit en crise. C'est qu'on soit en crise. Mais quand je vais dans des services, j'ai été, je le dis partout parce que ça m'a effrayé, j'ai été dans un service de protection de l'enfance. 33% du personnel est en maladie professionnelle grave. Ce qui devrait quand même conduire à se poser la question de mais est-ce que ces maladies professionnelles ne sont pas les conséquences d'un dysfonctionnement du service? Ou bien d'un dysfonctionnement, moi je pense que ce n'est pas du service, c'est une crise de sens au niveau de la protection de l'enfance. Quand je vois, je ne sais pas toi Riquet, mais moi, je vais de plus en plus dans des institutions où je vois des jeunes éducateurs qui, après 2 ans, sont dégoûtés du travail, ne pensent qu'une chose, c'est à faire autrement. Et moi, oui, je pense qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Sauf que les réponses que je constate sur le terrain sont des réponses en termes de changement de type 1. On continue à faire plus de la même chose. La directrice que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle était toute contente parce qu'elle avait engagé 2 psychologues pour suivre les assistantes sociales qui, à travers leur burn-out, ne font la preuve que quoi? Que d'une fragilité personnelle. Eh bien, moi, je pense que, oui, dans 2 ans, il y aura 4 psychologues. Dans 5 ans, il y en aura 6, 7. Et je me demande si à un moment donné, il n'y aura pas une moitié de psychologues qui s'occuperont d'une moitié de travailleurs sociaux en burn-out. Il faut penser aux psychologues pour les psychologues aussi après. Mais je peux t'en parler. J'ai été donné formation dans une ville dont une des personnes est ici. Les psychologues étaient en burn-out. Les psychologues du burn-out étaient en burn-out. Parce qu'ils se rendent compte du non-sens de ce qu'on leur demande de faire, évidemment. Comment veux-tu que j'épaule quelqu'un qui vit une situation complètement folle, avec une responsabilité intenable? Comment veux-tu que je travaille ses fragilités personnelles dans un contexte pareil, tout en sachant en plus que, est-ce que la question, est-ce qu'elle a des fragilités personnelles? Ou est-ce que c'est systémiquement qu'il faudrait penser les choses? Alors là où je te dis que j'ai l'impression que, oui, le psychomédico-social est plus en tout sautement, c'est que je ne vois pas la crise émerger pour l'instant. Toutes les solutions, alors j'ai adoré, je vais continuer ma phrase, toutes les solutions que j'entends maintenant vont dans le sens de faire plus de la même chose. Tu me disais plus de moyens pour faire
la même chose. C'est ça que tu as dit. Non, non, moins, faire plus avec moins. Donc, moins de moyens pour faire plus. Et oui, mais moi, tu vois, dans cette phrase-là, j'ai aucun problème avec ça. Ah Mais si bon? c'était pour pouvoir faire plus d'autres choses, Ah, mais si c'est moins, regarde, ce monsieur te l'a dit. Moi, ce que je constate en tous les cas, c'est que le placement des enfants, je me pose de terribles questions par rapport à ça. Quand je sais que 33% des Falièges sont des anciens enfants placés, quand je vois l'état de mes collègues dans les MEX, etc., je me dis vraiment qu'il faudrait penser tout à fait autrement. Et tu t'imagines ce que ce merveilleux directeur vient de nous dire, c'est que sur 10 gosses qu'il a renvoyés dans leur famille, il y en a 8 pour lesquels ça s'est super bien passé. ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ces gosses foutent envoyer? Alors, si c'est moins de moyens pour faire plus d'autres choses, je ne suis pas trop en crise. Alors, moi, je préférais les mêmes moyens pour faire d'autres choses. Hein. Mais je pense qu'on n'est pas dans cette logique-là. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que je pense que un des fondements du néolibéralisme, tu as parlé des contrôles qualité, etc. Pour moi, c'est le contrôle. C'est le contrôle des risques surtout. Et moi, j'ai cette conviction, quand je rencontre une famille, quand je travaille avec une famille, si je ne peux pas prendre de risques. Allez, deuxième exemple. Quand j'étais jeune éducateur, on partait en vacances dans le Verdon. C'était super. Avec un éducateur qui s'appelait Luc, je l'adorais. Un pété comme ça, mais un peu comme moi, c'était génial. On avait les cheveux jusque-là, c'était super. Dans la camionnette, il y a un gamin qui nous en fait voir pendant les 1200 km, mais voir comme c'est pas possible, traitant tous les autres de trous du cul, c'est vraiment très difficile. Quand on est arrivé dans le camping, Luc et moi, on s'est concertés en disant on ne peut pas laisser les choses en reste. On est allé trouver le gamin et on lui a dit écoute, on ne va pas te faire vivre avec les trous du cul. Nous, on installe les tentes ici. Toi, on va te mettre à l'entrée du camping, à 400 mètres. Et tous les matins, on viendra te déposer une enveloppe avec l'argent pour tes loisirs et ta nourriture. Comme ça, tu ne vivras pas avec des trous du cul et avec 2 éducateurs qui t'embêtent. Pendant 3 jours, on ne l'a pas vu. Angoisse chez Luc et moi. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il devient? Etc. Est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Etc. 3 jours après, le gamin revient. Et pendant tout le reste du camp, ça a été un des moteurs de tout ce qui était passé. Qui actuellement oserait encore prendre ce risque? J'écoute une gamine qui me parle Allez, c'est un exemple que je prends dans toutes mes conférences. Une gamine me dit à moi, éducateur, jeune éducateur, mon beau-père m'a mis la main sur les seins. Dis-moi, quel type de régulation va se passer? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la régulation est totalement de type 1, signalement, interdiction pour la gamine de rentrer dans sa famille, etc. Ce qui va conduire la gamine à faire quoi? À faire tout péter. Et elle fut, mais évidemment, une intervention visant à créer un changement de type 2 aurait été d'aller à la rencontre de cette gamine et de se mettre à travailler la relation. Mais dans un système où le chapeau, c'est le contrôle des risques, ce type de stratégie n'est plus possible. Et d'ailleurs, ça m'inquiète parce que je vois de plus en plus de professionnels accepter des procédures qui font qu'ils ne sont pas en risque. Parce que si j'ai appliqué la procédure, je suis irréprochable, même si je sais que la procédure en soi est une folie furieuse, parce qu'elle ne va rien changer, pire, elle va faire régresser la situation, je serai inquestionnable, j'ai respecté la procédure. Donc, je suis un optimiste radical. Je suis convaincu qu'il y a une possibilité de changement, mais je suis convaincu que ce n'est peut-être pas la piste qu'on est en train de prendre pour l'instant. Il faudra peut-être encore une crise. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire, Ricky. De ce que tu viens de dire, c'est qu'on a principalement des adaptations, hein, c'est-à-dire la perception, c'est pas la perception de la réalité qui est différente, mais bien les systèmes qui s'y sont adaptés. Hein. Et donc, juste, moi, ce que je pense, c'est le changement, on l'a dit tout à l'heure, ce qui permet le changement, c'est le changement de regard sur la réalité qui nous entoure. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, en lien avec ce que tu disais, je pense que la plupart des changements, ils se sont faits principalement dans une forme de désobéissance par rapport aux règles établies et que ces règles elles soient explicites ou implicites. Hein. Moi, j'ai par exemple un exemple qui m'a vraiment beaucoup touché,
c'est celui d'une éducatrice vraiment formidable qui suit une famille pendant très très longtemps comme ça et elle reçoit un coup de fil du monsieur et c'est une famille nombreuse. Et le monsieur, il est aux abois, ils n'ont plus de sous pendant la crise et tout simplement, il n'a plus rien à donner à manger à ses enfants. Et donc, ben ouais, dans le décours de la conversation, il lui dit ben moi, chère madame, je ne veux plus aller dans les banques alimentaires. Attention, il a bien fait, il aurait dû faire une telle file qu'il aurait ramassé le Covid. Et je ne veux plus aller au resto du cœur. Et donc, ben, justement, si on est un bon petit soldat zélé du social comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On introduit une aide financière, on signale parce que ben, la situation est précaire et que la précarité pour avoir un effet sur la santé des enfants, on en parle à tous les… Enfin bref, etc. etc. Or, ben, cette éducatrice-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active son réseau personnel et professionnel pour que soit livrée anonymement une caisse de nourriture chez ce monsieur. Et donc, le monsieur, ben, il a reçu la caisse de nourriture et il ne doit pas faire appel. Et c'est sûr que c'est imparfait. C'est sûr que c'est imparfait comme solution, mais ce dont je suis convaincu, c'est que ça permet à ce monsieur de conserver et de préserver sa dignité. Ça. Et de deux, puisqu'on parlait de la question du sens, je trouve aussi que ben, ça permet à cette éducatrice-là, je pense que ça lui permet de respecter ses valeurs, en fait, et d'être en accord avec ses valeurs. Parce que ce que je crois vraiment, c'est que les situations où on se retrouve en burn-out, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que bien souvent, et peut-être vous, posez-vous cette question-là, c'est ben, tiens, quelles sont les valeurs pour lesquelles vous êtes engagé pour faire ce métier-là, hein? Je ne sais pas moi, l'émancipation, des valeurs, je sais pas moi, de la solidarité, etc., etc. Et du coup, ben, est-ce que les situations dans lesquelles vous intervenez, ça permet de respecter ces valeurs-là? Moi, je crois de moins en moins. Et donc, il y a cette distorsion entre les deux qui fait que ben, on se met à moins voir pour moins sentir et on enferme en soi, on enferme en soi, on enferme en soi pour ne pas ressentir. Et c'est un peu simpliste ce que je vais dire là, mais c'est lié à l'exercice du jour. C'est que ben, je pense que ça peut générer vraiment des situations de burn-out. Je ne sais pas si ça te parle, Guy, ou si tu voulais réagir. Tu le sais bien dans les formations et les supervisions qu'on donne à gauche et à droite, mais je ne vais faire que de me répéter. Je pense que les gens souffrent tellement d'être amenés à faire des choses qui éthiquement leur posent question, et bien qu'à un moment donné, ils vont se mettre à respecter des procédures en occultant tout le reste. Moi, je suis toujours étonné quand je donne formation et que je viens avec ces cas, cette gamine qui rentre et qui dit « mon beau-père m'a mis la main sur les seins », ou pire, cette gamine qui te confie qu'elle est victime d'un abus, ou pire, ce gamin qui te dit « mais hier, maman, elle était ivre-morte dans son lit et c'est moi qui ai dû la mettre au lit ». Eh bien, je suis mais intimement convaincu que 99% des éducateurs avec lesquels je travaille n'ont pas envie de faire un signalement, savent que le signalement qu'ils vont faire risque de détruire totalement la relation éducative qu'ils ont avec l'enfant. Le problème, c'est qu'ils sont dans l'obligation de le faire. Il est 12 heures. Merci. Et non, c'est mon ordinateur. Et tu le sais, à un moment donné, ou vous le savez tous, je pense, à un moment donné, quand on conduit un être humain à faire des choses qui sont abjectes pour lui-même, mais il a deux possibilités. Ou il fait un burn-out, ou bien plus grave que ça, il s'invente un discours autojustificateur pour être capable de le produire. Du type, le chef me l'a dit. Et je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas des discours qui me font un peu peur. Maintenant, pour continuer et taper quand même sur une note d'optimisme. J'allais dire, c'est positif à fond, là. Mais moi, je suis un grand… Tu le sais bien, j'ai 7 petits-enfants, donc je ne peux être qu'un grand optimiste. Moi, je pense qu'on est en train d'atteindre la crise de plus en plus. Et puis, quand je discute avec mon pote Jean-Paul Gaillard, je me dis, tiens, ce mec, il a une toute autre conception des choses. Il dit qu'on est vraiment au-dessus de la courbe, là, et ça va tomber du bon côté. Pour l'instant, on retire toujours en arrière, mais ça va tomber du bon côté. Moi, j'ai la conviction, plus je rencontre d'éducateurs, plus je rencontre d'assistants sociaux, plus je rencontre de psy,
de psychiatres, etc. d'ailleurs, que nous savons que la manière de fonctionner comme avant, où on travaillait sur la demande des personnes, etc., où on était très fort dans aller amener le colis à ce monsieur, etc., cette vision, ben, elle est caduque. Elle est caduque dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Je pense qu'Oslo a été un des premiers, et je crois que c'était un précurseur, à parler de travailler les compétences du bénéficiaire, les compétences de la famille. Le problème, c'est que, de nouveau, c'est une conception pour moi en rupture totale avec la précédente. Et une des crises que moi je vois, mais c'est super parce que ça va nous pousser à énormément de créativité, et Alain Touraine l'a dit. Alain Touraine a dit, nos méthodologies de travail social, elles étaient cohérentes dans le monde d'avant. Il faut créer des méthodologies pour dans le monde d'après. Et moi, je sens qu'un peu partout, il y a des gens maintenant qui se mettent à travailler différemment et à essayer de faire comme ça. Et tu le sais bien, enfin, j'espère en tous les cas. Je l'ai déjà dit 3 fois et 5 fois, moi, tu sais bien. Nos méthodologies, les méthodologies qu'on essaye de transférer en formation, ben, sont de ce type-là. Le seul problème, c'est que je vois des institutions nous inviter à venir, mais ne pas accepter la radicalité de ça. Donc, il y a un problème avec une maman, on va chercher à résoudre les choses à sa place. Non, c'est comment vraiment partir de ce prérequis. Je vais animer des processus qui permettent à l'autre d'être auteur, acteur et locuteur de sa propre vie, en arrêtant de le considérer comme étant l'objet de ma vie. Mais Estelle, il y a une question qui rejoint un peu ça, mais c'était tout au début, mais je ne t'ai pas interrompu pour la donner. C'était, il a été dit à un moment donné que les compétences des familles ont émergé dans le contexte un peu particulier qu'on était en train de traverser, et elle se posait la question de est-ce que c'est pas notre regard justement qui a été modifié et qui a été élargi pour nous permettre de découvrir les compétences de ces personnes qu'on ne voyait pas avant. Et est-ce que donc cette crise n'est pas aussi bénéfique, enfin la crise de confinement, etc., n'est pas aussi bénéfique par rapport à cette évolution des pratiques que tu relèves maintenant? Tu sais, j'ai travaillé avec une psychiatre grecque qui, lorsque, ben, je suppose que vous savez ce qui s'est passé en Grèce, l'appauvrissement, etc., elle me disait qu'une des conséquences extraordinaires, il y a eu 7000 suicides, je ne dis pas que ça a été facile, mais elle me disait qu'une des conséquences extraordinaires de ça a été l'émergence d'une solidarité entre les gens qu'on n'avait plus jamais vu depuis des années et des années et des années. Alors, je ne sais pas si c'est le regard qui a changé. Moi, je pense que c'est le contexte qui nous a obligés à changer de regard sur ces familles. Mais c'est évident que changer de regard, mais de nouveau, pour moi, dans une forme de radicalité. Hein, quand j'aborde un papa qui vient de foutre une torgnole à son gamin, mais si je pars du principe de compétence, il a fait ce qu'il a pu au moment où il l'a fait. Et tout mon travail, ça va être de travailler avec lui sur comment demain, dans la même situation, il peut faire autrement. Mais c'est arrêter de faire des signalements, des machettes. Il y a une forme de radicalité là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film là. Vous n'avez pas vu le film avec les édus qui s'occupent d'enfants autistes? Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, personne. Un film un peu nunuche, mais j'ai adoré parce qu'ils étaient dans la radicalité. Fred a pas mal réagi pendant que vous discutiez, donc je te propose peut-être, Fred, de revenir et d'exposer peut-être plus largement les réflexions que tu avais et que tu te posais. Oui, moi je ne peux que aller dans le sens évidemment de ce qui a été dit au niveau des positionnements, des prises en charge, du respect des personnes avec lesquelles on travaille, d'essayer de trouver des alternatives, etc. etc. Mais j'avais envie de dézoomer un petit peu et de revenir sur les réactions que j'ai eues en début de conversation en fait, et qui sont pour moi un petit peu plus en lien avec vraiment l'épidémie coronavirus. Parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, dans le discours, on mélange des éléments de savoir-faire et de stratégie et de savoir-être au niveau de nos prises en charge, et c'est très bien, avec des choses qui sont d'un autre ordre, me semble-t-il. Ma première réflexion, c'était, Riquet disait semer le chaos. J'ai une épouse qui a le privilège de travailler en hôpital, qui a géré une salle Covid, qui maintenant est retournée en gestion de sa salle gériatrie classique. Et je pense qu'elle ne serait pas tout à fait d'accord avec l'idée de semer le chaos.
ce que moi j'ai perçu à ce niveau-là, au niveau médical par exemple, et à d'autres niveaux aussi, hein, c'est surtout un manque de capacité de gestion, pas de la part des gens, de la part des moyens logistiques. Alors quand on parle de faire plus avec moins, oui, quand il s'agit d'éducateurs, quand il s'agit d'heures de personnel, etc., on peut en discuter. Quand il s'agit d'aller au contact de personnes qu'on doit protéger sans masque ou avec des masques qui ne sont pas adéquats parce que scientifiquement on le sait, ça c'est encore une autre question. Je pense que c'est une question qui est purement pragmatique, qui est purement logistique. Et voilà. Et donc ça se pose tout à fait différemment. Pour moi, il y a quelque chose dans certains discours que j'ai pu entendre et que j'ai pu lire, notamment sur le net. C'est un peu ce principe d'intentionnalité. Pour moi, si je sème, ça veut dire que je prends les graines dans ma main et j'ai un geste de semer, j'ai une intention de semer. Moi, j'ai surtout l'impression, enfin, ou en tous les cas, je sais pas, je sais pas si c'est moi qui fais des trucs bizarres au niveau du micro. Ça marche là, on m'entend toujours? Oui. Continue, Fred. C'est que je ne peux pas me dire qu'il y a une intentionnalité dans la manière dont c'est géré, en tous les cas, par les décideurs gouvernementaux actuellement, ou alors je me dis, là, c'est vraiment très grave. Et je ne vais pas atteindre mon point Goodwin aussi rapidement que Guy, mais on pourrait y arriver assez vite. Ça va? Donc ça, c'est une première chose. C'est le principe d'intentionnalité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une réaction maladroite à un phénomène inconnu, avec sans doute des incompétences et des choses comme ça. Et je pense qu'il faut distinguer quand on parle de manque de moyens ou de faire plus avec des moyens, je pense qu'il faut faire attention à ce dont on parle exactement. Est-ce que ce sont des éléments voilà, techniques ou pas? Genre masque, le tracing, les tests, etc. Deuxième point, crise catastrophe. Je pense que Guy l'a bien pointé. Boris Cyrulnik a fait quelques sorties médiatiques ces derniers temps. Il distingue vraiment la crise de la catastrophe, dans le sens où la crise, elle peut être non visible, elle peut être latente, et elle peut surtout, nous, on pense amener à des changements de type 2, mais aussi revenir à un état antérieur. La catastrophe, selon Cyrulnik, c'est quelque chose qui est soudain, qui est visible, qui est vu, palpable par tous, et il devrait y avoir un après différent. Maintenant, je me dis, ici, on discute beaucoup de comment va être l'après, et au risque d'être vraiment très très fort à contre-courant par rapport au thème, j'ai l'impression que personne ne sait ce que va être l'après. Par définition, un changement de type 2, en systémique, il est totalement imprédictible. Hein. Je saute sur le point 3, où Guy donnait tout à l'heure un exemple avec la jeune fille qui se prostituait. Pour introduire juste une petite différence, un peu mon dada, la thérapie brève. Il rit à Guerdi. La solution n'est pas une solution de type 2. Hein. C'est une solution qui est d'un autre niveau logique, c'est-à-dire qu'elle se met en opposition à ce que Guy a pointé très justement comme étant des tentatives de solution et comme étant des redondances, ce qu'on appelle le plus de la même chose, d'accord? Donc on punit, on empêche la fille de sortir, on la flique, on la suit, on la trace, etc., etc. Tout ça, ça va dans le même sens logique, d'accord? Et ce qu'on sait en école Palo Alto, en approche thérapie brève, c'est le seul moyen de créer un différentiel au niveau du résultat, ou de se donner les moyens de créer un différentiel au niveau du résultat, c'est d'appliquer des choses, des tentatives qui vont à l'inverse, qui vont empêcher cette tentative de solution-là. D'accord ? Et c'est bien ce qu'ils ont fait en disant, on va stop, on arrête de l'empêcher de partir. Au contraire, presque on la soutient, mais on la soutient d'une façon spécifique, éthique, en la protégeant, en lui donnant des capotes, en l'épaulant pour aller dans un centre de planning familial, en travaillant un point de chute pour qu'elle puisse aller dormir, etc., etc. Et en faisant ces tentatives à 180, on peut arriver à faire émerger du changement de type 2. Hein. On est sur ça. Oui, il est d'accord avec moi, Guerdi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, le challenge, si on transfère ça à ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est quel type de 180 degrés éthique est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'amener du changement de type 2 et être dans cette logique du post-catastrophe. Et je termine avec mon petit point 4. Pour moi, toute la question, c'est la question aussi en systémique de l'effet de contexte. Donc, c'est-à-dire, on constate des choses qui sont tout à fait faisables aujourd'hui en fonction d'un contexte particulier. Le challenge et la question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont exportables dans un contexte qui va être différent demain. D'accord. Je me rappelle mon vieux prof de psychiatrie, Monsieur Anceau, quand j'étais à l'université de Liège, nous disait, vous savez, une période de guerre sur le plan de la santé mentale, c'est une période extraordinairement calme.
Moi, j'avais été assez choqué par ça. Ils disaient, oui, on a des tas de documentation scientifique. C'est le moment où il y a le moins de suicides. D'accord. En Belgique, on commence à voir, on a mis des call centers en place. On a mis des call centers en place pour aider les familles en difficulté, etc. Au début, on a dit 25% d'augmentation des coûts de téléphone. Bah oui, partant de pas beaucoup de pourcents, 25%, ça paraissait énorme. Mais au final, quand on interroge les spécialistes maintenant, je ne veux pas minimiser, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maltraitance, qu'il n'y a pas eu de violence, etc. Mais en tous les cas, il semblerait que ça ne s'est pas fait en proportion de ce qui était imaginable. Moi, ma croyance, mon hypothèse, ma conviction, c'est que c'est en partie lié au fait qu'à un moment donné, l'individu, quand il est en crise, gère, entre guillemets, d'autres types de problématiques et d'autres types de questions que celles qu'il peut gérer habituellement. Donc, pour moi, tout le challenge, c'est vraiment se poser la question de, dans ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui est différent de la logique qu'on met habituellement en place. Donc, qu'est-ce qui est en dehors du plus de la même chose. Et peut-être que si on sème ces graines-là, tout en réfléchissant au contexte, parce qu'il ne faut pas commencer à faire des trucs. Allez, le 180 degrés paradoxal, c'est pas dire à un type qui va en salle Covid, normalement, tu dois mettre un masque FFP2, une tenue, des gants, etc. Non, mais rien. Hein. Ça, c'est, tu protèges. Le 180 degrés, c'est ne te protège pas. Ouais, c'est un bon moyen qui chope des charges virales monstrueuses et qu'on le retrouve lui-même en salle Covid. Mais ouais, non, moi, juste sur semer le chaos, je dirais que je maintiens la formule. Je maintiens la formule. Je ne dis pas qu'on a décidé de semer le chaos et créer ce qui s'est passé dans les différents hôpitaux, mais je pense qu'effectivement, alors, sont à travers… ouais, non, j'assume une forme d'intentionnalité. Peut-être pas d'aller jusqu'au bout de ce qui est arrivé là maintenant, mais j'affirme qu'il y a une forme d'intentionnalité. Quand on détruit des millions et des millions de masques et qu'on ne les remplace pas, pour moi, il y a un manque de prévoyance et on sème le chaos par la suite. Donc, il y a une intentionnalité par rapport au choix qu'on va faire. Voilà, on ne va pas faire une discussion politique jusqu'à 13 heures, mais je pense qu'il y a une forme d'intentionnalité dans les choix qu'on pose. La deuxième chose, et je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux périodes de guerre et la manière de gérer, je vois Estelle qui se tient la tête. Elle sourit et elle sait déjà que très bientôt, en tout cas, ce sera un thème qu'on abordera avec elle, sans doute courant de l'été, sur tiens, quels ont été les effets du confinement, de la crise Covid sur les relations dans les familles, à l'intérieur des familles, sur la question de la violence intrafamiliale et comment ça a été géré et essayer d'amener effectivement un regard un petit peu décalé de ce qu'on a pu entendre jusqu'ici. Je cède la parole à Guy. Allez, Touraine disait que la seule manière maintenant de faire évoluer les choses, c'est le militantisme. Et je crois qu'il faut qu'on soit militant. Maintenant, comme l'a dit Fred, je pense que c'est vraiment en réfléchissant comment dans les cadres qu'on nous impose, nous pouvons commencer à être subversifs. Pour les Français qui nous écoutent, je pense qu'on peut faire des informations préoccupantes, intelligentes, qui plutôt que de répondre à la commande, proposent de faire autrement. Mais tout ça, ça nécessite d'être créatif et de se mettre autour d'une table de telle manière pour pouvoir en causer. Voilà, je vais laisser la conclusion à Eric. Ben oui, c'est gentil. Donc d'abord à tous, merci beaucoup de vous être joints comme ça à nous. C'était vraiment très, très chouette de pouvoir un tout petit peu échanger autour de ça. Se dire que on va continuer à essayer de trouver et chercher du sens avec vous et que voilà. Vincent, le mot de l'ultime fin. Absolument. Alors, cette conversation, cet échange a été donc enregistré. Il sera diffusé via YouTube, mais diffusé également, et c'est peut-être encore plus facile pour le trouver sur la page Facebook de Cortex Formation. Si vous tapez Cortex Formation au singulier, vous aurez la possibilité de le retrouver assez facilement. Je voulais peut-être pour conclure, pour terminer, dire que Sabine trouvait que la phrase qu'il fallait retenir, que tu nous invitais en tout cas à retenir, Eric, la phrase la plus importante était trop longue pour être notée. Donc je vous invite plutôt de conserver la phrase « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Au moins, celle-là, tout le monde l'a vue, tout le monde a eu l'occasion de la lire et je vous invite à la retenir.
Je vous souhaite Merci. une excellente journée. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce premier webinaire. Merci Vincent. Au revoir et merci. À très bientôt tout le monde. Ciao tout le monde.